J'aime beaucoup les rencontres avec les étudiants, et surtout l'ouverture à certaines nouvelles générations, parce que ça nous nourrit, moi personnellement, beaucoup. Et en fait, dans nos chemins de vie, on ne fait que se nourrir par des générations qui sont en amont de nous et qui vont venir après nous pour être dans la transmission et le partage. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Quelle heure c'est? C'est bon? Okay. J'ai pas l'habitude. Je suis plutôt une femme de terrain que là. Alors, je vais commencer tout d'abord par un parcours personnel. Personnel, surtout c'est avec ma famille en fait, qui m'a marqué, et m'a beaucoup influencé dans mes projets, et comment écrire des projets, et comment faire des projets artistiques, et où les faire aussi. Donc moi, j'ai vécu dans une quinzaine de villages, villes de Maroc, depuis les années 70 à aujourd'hui. Rarement les villes. Donc, je fête mes 50 ans après-demain, donc voilà, quand ça devient mon âge. Et en fait, c'est-à-dire que quand je dis les années 70, 80, 90, c'était un autre Maroc, bien sûr. Et vivre dans des villages où il n'y a pas de ce qu'on appelle la culture, peut-être, une appellation du Nord, théâtre, cinéma, voilà. Avec mes parents, ils nous ont amenés à la découverte du patrimoine de chaque village ou petite ville dans laquelle on vit. C'est-à-dire, quand je dis le patrimoine, c'est tout le patrimoine matériel et immatériel. C'est-à-dire le savoir-faire, ce que les Européens appellent l'artisanat entre guillemets, ce qu'ils appellent le folklore. Moi je dis c'est le savoir-faire, c'est le savoir-vivre, c'est le patrimoine, c'est la culture, c'est notre culture en fait. Et comment le moussem aussi, d'ailleurs petite, moi j'adorais les moussem et tout ça, c'était mes sorties culturelles, c'était ça les sorties culturelles. D'aller assister un dimanche à comment faire Zizergan ou la Amlo, voilà. Jusqu'à aller chez l'arabe aussi, ce qu'on appelle le tuya aussi, chez l'artisan, passer 5 heures pour voir comment il fait sa boîte, comment il travaille. Influencée par ça, j'ai pas fait d'études dans le milieu de l'art, parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix au Maroc en fait. Et donc, j'ai fait des études d'économie et sciences économiques. Et après, j'ai tout quitté avec le décès de Hassan II pour aller faire du théâtre. C'était pour moi j'ai senti qu'il y avait une nouvelle ouverture avec le nouveau règne, avec des nouvelles choses qu'ils vont savoir. Donc, je suis partie faire du théâtre à Benimélène. Et avec ma soeur et mon ex-beau-frère, on a monté une structure privée, carrément. On a loué une villa. On a ramené toute notre bibliothèque dans cette maison. Et on a commencé à faire des ateliers pour les jeunes en théâtre, en danse, et aussi des rencontres littéraires, ce qu'on appelait... voilà. Donc, j'ai commencé un peu en 99-2000 dans montage, gestion de projets culturels et artistiques, et qui m'ont amené à voyager dans le Maroc. Voilà. Allant de Tétouan, à Essaouira, à Marrakech, à Hamid Othman, à Gola, voilà. Surtout pas les grandes villes. Donc, j'ai débarqué à Rabat en 2015. Donc, voilà. Je suis pas du tout citadine. Donc, pourquoi je fais tous ces projets? Pourquoi cet engagement? Peut-être parce que c'est une nécessité pour moi, parce que j'ai pas vécu ça quand j'étais enfant, et que j'aurais aimé avoir ça, cette vie culturelle aussi riche, ce qu'elle est aujourd'hui, d'avoir une autre façon de voir l'art, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je me suis engagée à monter des projets très particuliers, parce que c'est des projets qui naissent dans chaque territoire. C'est-à-dire qu'ils répondent à une nécessité. Ils ne sont pas là pour embellir, mais qui viennent pour nourrir.
ils viennent parce qu'ils sont nécessaires à nous. Donc chaque projet que je mets en place, il répond à une nécessité. Voilà. Je rebondis, je continue sur état d'urgence, je pense. Ouais. Alors, dans mon parcours, en fait, j'ai touché plusieurs, comment dire, entre l'art contemporain, la danse contemporaine, le cinéma documentaire. En fait, je travaille dans la littérature aussi, je travaille sur plusieurs différents projets. Et donc, bon, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri aussi. Et quand j'ai atterri à Rabat en 2015, en janvier 2015, je suis restée un peu une année en observation de la scène culturelle ici à Rabat et Salé. Et mon constat personnel, ça a été que tout se passait dans des espaces fermés et qu'il n'y a pas de rencontre entre l'art et le public en fait. Donc j'ai commencé à réfléchir et j'ai rencontré le jardin d'essai botanique de Rabat. C'est un jardin qui date de 1912 et en le côtoyant au quotidien, j'ai passé presque une année presque en résidence dans le jardin en fait, à réfléchir comment créer quelque chose dans cet espace qui soit proche du public avec des artistes contemporains. Il faut que l'art contemporain sorte dans l'espace public, il faut que l'espace public fait aussi partie dans nos espaces culturels. C'est quelque chose que j'ai toujours défendu en fait. Et en fait, et le titre État d'urgence instant poétique, il vient moi je préfère plutôt l'Arabia parce que l'Arabia est plus poétique, c'est Hala Istirjali et Lahadat Shi'aliya. Donc c'est plus poétique qu'en français qui tout de suite il peut nous créer une barrière. Donc je l'ai écrit en 2017 et j'ai commencé à chercher de l'argent du bailleur de fonds, c'est-à-dire écrire, envoyer des dossiers, premier dossier, deuxième dossier, troisième dossier, avec des budgets, avec tout ça. Jusqu'à ce que l'Institut français du Maroc c'était le seul qui m'a répondu à mon projet. Donc ce projet-là, en fait, quand je l'ai écrit, je l'ai réfléchi comme un espace aussi d'expérimentation, comme un espace aussi d'expérimentation pour les artistes contemporains, et un espace comme un deuxième lieu d'atelier artistique aussi. De rencontres, de conversations, de créer une intimité en fait aussi avec les artistes. Parce que mon état des lieux par rapport à l'art au Maroc aussi, mon point de vue personnel, personnel par rapport à mon parcours à moi, c'est que je trouve qu'il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui en fait, alors que l'histoire de l'art qui date, avant l'indépendance et après l'indépendance, avec le premier règne, avec le deuxième règne, donc plusieurs périodes aussi politiques qui sont très importantes à faire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore de résidence artistique, on n'a pas de soutien pour les jeunes artistes, de bourses. Voilà, en fait, il n'y a que le marché de l'art qui prend 90% de l'art contemporain. Et puis très très peu de musées avec une liberté curatoriale aussi. Les espaces indépendants, ça se compte sur les doigts en fait. Les indépendants quoi, le 18 à Marrakech, Think Tanger à Tanger, l'appartement 22 à Rabat depuis 20 ans, la Source du Lion depuis 20 ans aussi en fait. Le Maqam depuis 2004, voilà, depuis 20 ans aussi. Mahal Art Space depuis 10 ans. Donc très très peu de structures indépendantes. Donc moi l'idée c'était d'inviter des artistes contemporains à créer des œuvres dans ce jardin et avec ce jardin-là. Parce que ce jardin, qui a sa propre histoire aussi, que pour moi c'est un musée naturel en fait, parce que les plantes là-bas sont depuis 1912 à aujourd'hui.
c'est un musée botanique à ciel ouvert. C'est comment en fait les artistes prennent place dans ce jardin, parce que c'est très difficile. C'est pas comme un West Cube en fait. Travailler dans un espace, dans un jardin, c'est aussi converser avec le vivant, converser avec l'espace, et l'espace, le paysage et le temps aussi, parce qu'il peut pleuvoir, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a de tout. Donc, comment réfléchir à une œuvre qui trouve sa place dans ce jardin sans qu'elle gêne, sans qu'elle cache en fait la beauté de ce jardin, mais qu'elle crée un dialogue avec elle. Mais aussi comment elle va rester là-bas aussi pendant 3 semaines en bonne forme. Voilà. Soit parfois des artistes, quand je les invite, c'est toujours avec une carte blanche. Il n'y a pas de sujet. Depuis 2018, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Mais je donne toujours une carte blanche à chaque artiste pour créer son intervention dans le jardin. Et après, on la discute, bien sûr, mais ça s'est toujours très bien passé jusqu'à aujourd'hui, en fait. Sur quoi je peux rebondir. Je fais défiler un peu des images un peu de 2018. Juste entre guillemets, en fait, il y a une précision, c'est que en 2022, on est parti un peu à Mohamed Ghazlan pendant 2 ans, et là on est de retour avec le même projet. T'as trouvé le jardin de l'Essayek? Je vous montrerai juste la carte là où il est situé en fait. Là on est sur l'avenue Nasr et vous voyez les deux parties en vert. C'est la partie haute qui sort vers l'Agdel et la partie qui est en bas, en fait c'est la partie aval. Là on est sur l'Agdel. Et là, ça sort sur Durjana, en fait. D'accord. Et moi, je travaille ici, dans cette partie-là. C'est la partie, ce qu'on appelle la partie aval, parce que cette partie-là, en fait, elle a été de 1912 jusqu'à 2015, elle était réservée juste aux chercheurs scientifiques. Après, ils ont déménagé, et pour moi ça avait beaucoup de sens que l'espace des chercheurs scientifiques devient un espace d'expérimentation pour les artistes, en fait. Là, je vais vous... Il y a un très 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 beau livre, justement, je dis ça entre guillemets, de Mounia Binali, Ville paysage du Maroc, un livre pour moi source qui raconte l'histoire des jardins du Maroc. Elle a fait un travail d'une dizaine d'années de recherche entre Paris et au Maroc sur les archives. Entre guillemets. Ça, c'est le plan du jardin quand il a été établi par la période de 1912, en fait. Je vais faire des défilés des images, en fait, où il n'y a pas un ordre de 2018 à 2022, parce que pour moi, en fait, chaque intervention, elle a sa place, et que c'est pas la date qui définit. Je ne voulais pas être dans quelque chose de... Alors là, on a un travail qui est en haut d'une intervention de Nassim Azarzar, qui est un artiste visuel basé à Rabat depuis 10 ans. L'idée, c'est son travail, en fait, c'est des hélices en plastique, justement, à cette grande étude. Il a fait référence à cette utilisation des plantes en plastique chez nous, en fait. Et parfois, on les même dans des... parfois même, la robilief, le bled et tout ça, donc, quand trop de temps, quand
je des plastiques en fait, alors qu'on peut facilement nardo vraiment sauvage en fait. Et ça peut être très beau en fait. Voilà, il y a un petit vase, je trouve que c'est encore plus beau. Donc lui, il fait référence à ça, à l'utilisation de la société d'aujourd'hui et qu'on sent plus parce que c'est beau. Et aussi en fait parce que ces hélices, en fait, pendant les 3 semaines de l'expo, elle changeait en fait, elle travaillait, elle conversait avec le temps. En fait, quand dès le matin il y avait du vent, en fait on comprenait le sens du vent en fait. Parce que quand elle tournait toute à droite, quand elle tournait, on comprenait que le vent arrivait par là, et parfois quand elle tournait à gauche, on savait que le vent arrivait par gauche. Tu vois, c'est des choses qui sont dans la nature, qui sont invisibles, et qu'à travers son travail, on devient sensible à ça. Et parfois, elle ne tourne pas parce qu'il y a pas de vent, tout simplement. Donc, voilà, et en fait, et je vais dire un petit détail, parce que ces éoliennes, c'était 300. Et au jour du finissage, on les a distribuées au public. Parce que l'idée aussi, c'est que en fait, c'est un peu la non-sacralité de l'œuvre aussi. C'est un peu en fait que... Parce qu'en fait, le travail des artistes, c'est in situ. Pourquoi in situ? C'est pas des œuvres pérennes. Pour moi, ça a été un choix dès le départ. Parce que le jardin, il a besoin aussi de respirer. Pour moi, je ne peux pas le remplir d'une édition à l'autre par des œuvres pérennes. Pour moi, il faut que le jardin retrouve son silence après le projet, en fait, après l'exposition, qu'il retrouve son propre rythme. C'est pour ça que toutes les œuvres, il reste ensuite tout le projet in situ, en fait. Donc, après le finissage, on a distribué on a invité le public à se servir. Et sur la vue Luna, ça c'était magnifique parce que sur toute la vue Luna, ça avait 300, on voyait tout le public qui sortait du jardin avec les 300 délices, enfants, papis, entre toutes les générations. Là, c'est un travail de Leila Hida, qui est artiste photographe, plasticienne aussi, et c'est elle, en fait, entre guillemets, qui a fondé l'espace le 18 à Marrakech depuis 2014. Elle, je l'ai invitée, elle a fait un travail que j'ai beaucoup aimé, qu'elle a fait, ça c'était en 2018, la première édition, tentative modeste de médiation culturelle. En fait, elle a cherché sur Google des informations sur le jardin d'essai. Et au bout de la 50e page tu vois, de Google la recherche, on tombait sur le même texte. C'était juste le même texte qui était répété, 1912, fait par tel paysagiste, Araba, l'UNESCO, et du coup on a imprimé tous les textes qui répétaient c'est comme en fait, là on était en 2018, c'est comme le Maroc n'est pas conscient de la valeur patrimoniale de ce jardin-là. En fait, c'est pour ça cette tentative de médiation culturelle. Comment ça se fait que sur Google, quand on fait des recherches, jusqu'à la page 50, on trouve toujours, c'est juste le même texte institutionnel. Et en fait, le public, il venait, il se servait. En fait, c'est des paquets qu'on a imprimés. Et le public, il vient, il prend une page, 2 pages, mais parfois il pense, quand il prend 40 pages, il pense qu'il va trouver carrément un livre, mais non, c'est juste le même texte qui est répétitif en fait au bout de 40. D'ailleurs, si tu prends la dernière page, c'est juste la première page en fait. Donc il y a cette... voilà. Là, je vais m'arrêter bien sûr sur un personnage extraordinaire, c'est plus qu'un artiste, c'est un artiste philosophe. Khalid Ralib, je ne sais pas si vous le connaissez, il est zaïdagi d'Assela. Il est né en 1948 et je vais dire ça en une phrase, peut-être ça ne le valorise pas ce que je vais dire, mais juste pour vous dire, mais après j'ai un petit documentaire de 5 minutes que je peux vous montrer. C'est un artiste qui travaille sur, comment dire, tout son travail, il est son titre et son date. Et c'est quelqu'un qui n'archive rien pour faire ses œuvres, en fait, il n'archive rien. Il ne fait que ramasser ce qui existe en fait, pour en faire une œuvre. Voilà.
Il y a une phrase aussi que certaines personnes la collent en lui, mais moi que j'aime pas que ce soit quelque chose qui le définit, c'est parce qu'il ne vend pas ses œuvres aussi. Donc il a pris la décision de ne pas vendre. Tout son travail, il continue de vivre. Tout son travail, il est vivant en fait. C'est pour ça cette édition en fait de 2024, c'est une édition en hommage à Khalil Gharib cette année. En fait, et ce travail-là, en fait, que lui, en fait, il nous invite à travers. En fait, c'est un panneau comme quand on les voit dans les galeries, tout ça. Et le cadre qui nous a traité, en fait, pour cette installation. En fait, et c'est un panneau qui s'est déplacé pendant les 3 semaines au jardin, dans plusieurs endroits. Parce qu'à chaque fois, ce qui est intéressant de travailler avec Khalil, c'est le travail du curateur, il y a un dialogue et qu'il fait confiance au curateur à parfois apprendre à continuer son œuvre en fait. C'est-à-dire il te fait une première proposition, après il te donne confiance pour faire la suite. Par exemple ici, il m'a proposé, en fait il m'a invité à ce qu'à chaque fois je choisis un détail d'une plante que moi je trouvais intéressante, que le public la remarque en fait. Et l'idée c'est que plus on avance, on voit les détails qu'on ne voit pas d'habitude et qu'on ne fait que passer. Ici, je pense que ce panneau pourrait être très bien chez vous ici, dans votre jardin, parce que vous avez un très 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 beau jardin. Et l'idée c'est que par rapport là, Moussi pourrait dire beaucoup mieux, le Nadia, parce que moi je ne suis pas historienne de l'art. En fait, citant par exemple Monet et tout ça, à reproduire la perfection de la nature. Quand on voit Khalil, il t'amène directement dans la nature. Il ne va pas aller peindre pour la produire, mais plutôt il t'invite directement avec elle en fait. Faire en fait une lecture des œuvres. Je continue sur la lecture des œuvres. Là, on va voir ici un personnage extraordinaire qui est d'origine d'Otaka. En fait, moi, dans mon travail, parce que je suis très attachée aux espaces, et pour moi, les lieux de naissance, les artistes sont très. Pour moi, je vois qu'ils sont importants dans leur démarche et dans leur projet artistique. Et Mbak Bouachichi, en fait, il était venu. C'est extraordinaire parce que quand je l'ai invité au jardin, c'est un jardin qu'il connaissait parce qu'il a fait ses études au lycée des Orangers, ici à la Rabat. Et pour lui, c'est comme un retour à sa genèse, d'avant d'être artiste en fait. Donc voilà. Et donc, alors il a fait ce travail extraordinaire. En fait, c'est 66 carreaux de miroir. Et l'installation s'appelle, en fait c'est écrit, c'est en arabe, avec une vue aérienne, c'est Al-Hayati, c'est la vie qui est écrite. Et je trouve moi ce qui est très intéressant, ce qui était très intéressant pour nous, le public en fait, c'est que, et ça c'est dans tous les projets artistiques au jardin, c'est que entre le visiter le matin et l'après-midi et d'un jour à l'autre, on ne voit pas l'œuvre de la même façon en fait. C'est-à-dire quand il pleut, l'œuvre elle est différente par exemple, vous voyez ici. Donc, et c'est des œuvres qu'il fallait de temps en temps à nettoyer en fait aussi, pour les retrouver dans l'état que l'artiste a mis en place. Mais après, l'artiste, il voulait vraiment que l'œuvre interagisse avec l'environnement. Donc, et ça, c'était un travail extraordinaire de venir le matin avec les stagiaires aussi, parce qu'on prend ou les assistants qui font de la médiation culturelle. Moi, j'ouvre toujours des parenthèses. Je suis désolée, je pense que ma place, c'est bien. Donc, ça, c'est très intéressant. Le soir, quand on arrive au jardin, c'était,
on faisait le tour pour nettoyer Ajax au Glotterchamp. Et ça, c'était pas de... En fait, une chance, en fait, que l'artiste, il te laisse, en fait, moi, c'est ma lecture personnelle, peut-être moi que je suis très sensible aux œuvres, de pouvoir entretenir l'œuvre d'un artiste presque au quotidien, que plusieurs personnes puissent entretenir. Donc, dans les 66 images, ça peut prendre facilement, mais presque c'est de la méditation. Parce qu'on est quand tu regardes et tu la regardes, et en même temps, tu plonges directement dans l'œuvre aussi. Et donc la lecture elle peut être très intéressante. Là, c'est un peu la chance des médiateurs qui nous accompagnent dans le projet. Là, c'est Youssef Oshra, c'était en 2018. En fait, on a récupéré, on a récupéré dans les soirs, en fait, on cherchait, ils sont bien entretenus, les bureaux, j'ai vu Nadia enfant. Ils sont des caisses en métal qui rappellent les archives, en fait. C'est un rapport avec les archives, en fait. Et c'est un rappel aussi par rapport aux archives. J'ai un peu d'émotion, je suis désolée. Des plantes qui ont voyagé au jardin depuis 1912. Ces plantes qui ont voyagé, qui sont arrivées de plusieurs pays. On ne connaît pas leurs conditions de voyage. Qui sont venus du Japon, d'Afrique du Sud, d'Asie, d'Amérique latine, pour atterrir dans ce jardin-là, qui est le jardin botanique d'Essé. Et voilà. Donc lui, il fait référence aussi à cette question d'archives, qui n'est pas accessible aujourd'hui. C'est sur l'histoire de ces plantes qui sont belles aujourd'hui. Voilà. Là, c'est Abdel Hassak, c'est un artiste, comment dire, plutôt il travaille beaucoup sur le son. Et entre guillemets, il est aussi DJ aussi. Et il a fait un travail il a fait une installation audio sur le son du bois en fait. Et là, c'est une écriture en notes de sa création sonore, en fait. Là, c'est Nassim Azarzal, encore en 2019. Il a fait un travail de sculpture, avec du goudron, en fait, qui ont été moulés. Et on voit bien dans ce passage dans le jardin, en fait, pour lui, en fait, il a travaillé sur le sous-sol, sur la connexion des plantes en sous-sol. En fait, et qu'il a reproduit dans son matériau du goudron, qui est la route, parce qu'on voit que sur l'avenue Nassa, parce que la route n'existait pas, en fait, qui a séparé les deux jardins aussi, en fait. Comment parfois aussi, en fait, les autoroutes aussi détruisent des paysages naturels et des vivants aussi. Là, c'est une intervention de Khalil Boustraoui qui est très intéressante sur les papillons. C'est qu'il a reproduit avec un système, avec des moteurs électriques. Parce qu'en fait, 2019, il n'y avait pas beaucoup de pluie, on était dans ces années de sécheresse aussi, en fait. Et ce qui est intéressant dans le jardin, c'est qu'on le sent, en fait. On le sent par rapport aux oiseaux, par rapport aux insectes qui sont presque invisibles. On le voit, en fait. Les scientifiques le savent beaucoup plus que nous, en fait. Mais les interventions artistiques, ils sont là aussi pour éveiller leur conscience et éveiller notre regard. Donc, il a créé des papillons avec un moteur électrique qui volaient dans le jardin pendant les 3 semaines.
c'est Badr El-Hamami, un artiste visuel, elle est du Rif, qui est née à Kusima, qui a fait ses études à Oujda, et puis l'étranger, et tout son travail est dans des allers-retours entre la France et le Maroc, parce que son travail artistique, il est né au Maroc en fait. Donc, là, ce qu'il a créé, c'est une espèce de, on peut dire d'une... en fait, Badr El-Hamami travaille beaucoup sur l'histoire du Maroc. Et en fait, cette table avec... en fait, c'est une tente. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est une tente. Et en fait, en fait, l'époque coloniale, c'est-à-dire que je dis, c'est à partir de 1912, quand la France est rentrée au Maroc, bien sûr, il y avait des militaires et tout ça. Et surtout pour des zones agricoles, sachant que la France, son intérêt au Maroc, c'était économique et la récolte. C'est pour ça qu'en fait que le jardin d'essai est né, c'est pour ça pour un rendu économique. Et lui, il a produit en fait la table et les tentes qu'utilisaient les militaires français au Maroc dans la région de Meknès. Il a trouvé ça dans les archives et qu'il a reproduit. En fait, la hauteur des tables, c'est la même qu'utilisaient les militaires à l'époque. Et sur les tables, il a rassemblé des correspondances très anciennes sur le Maghreb, parce que même l'Algérie, il y a un jardin d'essai. À Tunis, il y a une tentative, c'est pas un jardin d'essai, mais c'est plutôt c'est pas un aquarium. Un jardin des plantes, mais qui est dans... La serre. Une serre, oui. À Tunis, ils ont une serre, en fait. Ils ont une grande serre. Et en fait, toutes les cartes en fait, que Badr El-Hamami a rassemblées, qu'il a achetées dans... il faisait des puces, et parfois il cherchait sur Internet. C'est des cartes qui étaient dans des échanges de Français au Maroc, à Tunis, à Alger, et qu'on voyait des cartes des paysages naturels ou des jardins de ces pays-là, en fait, et qui parlaient de leur relation avec ces pays-là. Ici, on a eu une grande fresque de Mohamed Bourabeti, en fait, qui est de Tahinat. C'est lui qui a fondé la résidence Al-Maqam en 2004. En fait, lui, il a une partie de son travail qui est sur en fait, déconstruction, construction. Et en fait, c'est à travers les chutes d'El Zlij. En fait, c'est tout un amas de Zlij. En fait, c'est les chutes d'El Zlijia. En fait, j'arrive pas à dire le français, mais c'est pas grave. C'est à partir de là qu'il a fait son œuvre, en fait. Donc, c'est comment, en fait, cette philosophie de comment construire avec ce qui reste. Aussi, c'est un peu ce qui est philosophie et aussi le travail de certains artistes, mais qui rappelle aussi en fait, les conditions financières de certains artistes quand ils n'ont pas de subvention, ou qu'ils ne travaillent pas avec les galeries aussi. Quand ils n'ont pas de contrat avec les galeries, il faut chercher des financements pour faire une œuvre. Mais comment je fais une œuvre si je n'ai pas d'argent? En fait, voilà, c'est ça aussi. Donc, on voit que les interventions artistiques dans le jardin racontent plusieurs histoires et chaque artiste qui raconte sa propre relation avec l'espace. Ici, on a eu la chance d'avoir Amina El-Znei. C'était en 2019. Et en fait, elle a fait un enfilage manuel de 600 perles de quartz avec des femmes artisanes. En fait, Amina El-Znei, elle a un parcours assez particulier parce qu'elle est architecte. Et il a fait aux États-Unis. Et au Maroc, quand il est rentré, il a fait des bijoux. Et ces bijoux, en fait, c'était des bijoux comme des œuvres d'art aussi. Et tout son travail, il est en collaboration avec les artisans, en fait, les artisans et les artisanes.
Et en fait, cet enfilage-là, il a fait, c'était sur 600 mètres d'enfilage. Et c'était comme un... ces quartz en fait qui changeaient aussi avec le temps. C'est-à-dire ça brille, parfois ça brille pas. Et en fait, l'idée c'était comment dire, de créer ce petit moment poétique qu'on ne vit pas quand on se réveille très tôt le matin. Et en fait, juste une petite anecdote, c'est en fait ces enfilages. Parce que le matin, après le vernissage, quand on est arrivé pendant les 3 premiers jours, avec le temps et tout ça, en fait, le matin, ils étaient 80 khabrin, et ça nous a intrigués pendant 3 jours. On disait, mais qui fait ça? En fait, on s'est rendu compte que c'était un oiseau. En fait, son installation invitait les oiseaux. Dans le jardin, en fait, le jardin, il est piqué, il pensait que c'était des graines. Et en fait, c'est pour ça, chaque matin, nous, on les enfilait. Et après, en fait, on a trouvé la solution que le soir, quand on quittait le jardin, on mettait un grand plastique pour les cacher, et voilà, pour qu'on les retrouve le matin en parlant. Ici, c'était une installation vidéo. Alors, pour les installations vidéo, je ne les produis pas parce que c'est un projet qui travaille avec très peu d'argent, avec un budget entre 8 000 euros et 10 000 euros, ce qui est 80 000 dirhams et 100 000 dirhams, c'est rien. Donc, je n'ai pas les moyens pour produire de la vidéo en fait pour le projet, et du coup j'invite un peu presque en avant-première des artistes qui ont fait des créations qui n'ont pas été programmées au Maroc. Donc pour moi j'essaie de faire une petite avant-première par rapport à ça. Et ici c'est aussi un garçon extraordinaire. Je suis désolée pour le mot garçon, parfois ma relation avec les artistes me laisse utiliser un vocabulaire d'intimité dans une conférence. Alors lui, il est du sud, et ça c'était extraordinaire parce que, en fait, il a filmé son oncle, et son oncle, son travail qui est le hajar, en fait, le hajar qu'on utilise pour le bni et tout ça. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est tout le dialogue de Sid à la pierre, en fait, parce qu'il la touche. Et parfois, en fait, il n'apprend pas. En fait, quand il a une belle pierre, il dit que je vais l'enterrer pour qu'elle renaisse, pour qu'elle, je vais dire en dalija, en fait, en fait. Et moi, quand j'ai écouté ça, je la pierre, c'est en fait, alors que pour nous, en fait, il n'y a que les graines. Et c'est son rapport avec la pierre, c'est très philosophique, en fait. Et donc, parfois, qui est c'est-à-dire que tout ce qui est dans la nature, même le hajar, en fait, qu'on dit en fait. Alors, moi, je trouve que c'est pas ça, mais la beauté de la nature, en fait, et cette relation que l'humain a avec elle, et ce film de Tesla aussi, il nous rapproche de ce rapport avec ce qui nous entoure dans la nature, en fait, et le rapport de l'homme avec ça. Alors, là j'ai invité un duo d'architectes. Voilà, il n'y a pas que des artistes plasticiens. J'invite aussi des artistes. C'est un architecte, c'est Desfel Abdullah et Joanne Ras. Et en fait, qui habitaient Rabat. Et alors, leur projet, c'était de. Parce que le jardin d'essai, quand j'ai montré dans la première image, en fait, quand il a été construit en 1912, il y a d'abord la résidence de Lyoté, en fait, qui est au Hassan, qui est en hauteur. Et quand on est dans la résidence là-bas, le Touraba, il descend. En fait, c'est une vue en hauteur. Et le jardin d'essai, en fait, il est un peu en cascade, jusqu'à voir le quartier d'Océan qu'on ne voit plus, en fait.
Et à travers cette intervention du duo de Driss avec Joanne, c'est qu'il voulait nous ramener à ce paysage qu'on a perdu malheureusement avec la déconstruction du pays. Entre guillemets, voilà, les immeubles qu'on met, et tout ça, c'est qu'on a détruit en fait le paysage de Rabat aussi. Cette ouverture d'une ville à vivre son paysage naturel a été détruite. Parce que pour voir la mer, il faut aller jusqu'au quartier de l'océan, là il faut aller à Hahora ou à Hudaya. Alors qu'auparavant, c'était une ville ouverte sur la mer. Et c'est quelque chose qu'on est à peine en train de faire depuis maintenant 20 ans, en refaisant la côte de Rabat jusqu'à Hahora et en faisant de Bourg-Lac. Donc lui aussi il avait fait un panneau en fait, et quand on est, c'est la première fois justement avec cette intervention de Driss et Joanne qu'on a investi le jardin dans la partie haute de l'Agdel, parce que le panneau en rouge il est dans la partie Agdel et le banc rouge il est dans la partie aval. Et en fait, et vous voyez la porte fermée. Et ça, c'est la porte normalement qui était ouverte au public. Mais entre guillemets, en fait, le jardin d'essai, ils utilisent une autre porte. En fait, c'était un rappel par rapport à pourquoi la porte elle a été fermée, alors que c'est comme si on nous détourne du paysage, de l'architecture première de ce jardin-là. Et sur les... Vous voyez par terre, c'est du scotch rouge, en fait, qu'on a mis en linéaire, parce que dans l'avenue Nasr, entre la partie aval et la partie haute, sur l'avenue Nasr, quand ils ont fait la route, nous suivons le passage piéton. C'est-à-dire que nous, les humains, il faut qu'on passe jusqu'au haut, on traverse, ou la rallye de Soutrata. L'idée, en fait, malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation pour continuer ce ruban adhésif sur le trottoir. Là, on n'a pas eu l'autorisation de la wilaya. Donc, elle les a commencés en bas jusqu'à l'Agdel, jusqu'à la porte d'Agdel. Il y a ces rubans adhésifs pour rappeler cette perspective du jardin comme elle a été faite depuis 1912, en fait. Ici, on a une très très jeune artiste, Imen Zoubei, qui est lauréate des Beaux-Arts de Tétouan en 1920, en fait. Et je l'ai invitée, en fait, à dialoguer aussi avec le jardin. Et elle, en fait, il travaille beaucoup sur le patrimoine immatériel et sur le chant aussi. Et en fait, ce travail, en fait, c'est un d'enfilage موزون وي سي الموزون ديال الشيخات ديال خليفه. Et en fait, il a fait aussi un enfilage aussi, avec toute une équipe d'assistants, de médiateurs aussi, d'étudiants des Beaux-Arts qu'on a invités pour l'aider, parce que c'était aussi vers les 300 mètres d'enfilage à la main. Et en fait, elle les a installés dans la vallée des bambous, en fait, c'était comme un collier, mais parce que cette avenue des bambous qui est dans le jardin, c'est des bambous en fait qui datent de 1912. C'est les vieux bambous au Maroc en fait. Et ces bambous sont très particuliers pour la période d'hiver. C'est qu'ils sortent du son et du mouvement. Et elles changent de peau aussi. Et donc c'est cet enfilage de mozone qui devient en fait presque une performance dansée avec les bambous, entre mozone et les bambous. Alors, ici vous allez voir deux images. La première fois, c'est... alors, ça c'est Abdil Saouli, un grand artiste que j'aime beaucoup. Il est aussi lauréat des Beaux-Arts de Tétouan, et qui
qui s'est installé dans la région de Fès depuis maintenant une dizaine d'années. Il est revenu dans son village natal et dans la terre de ses arrière-grands-parents pour en fait. Donc voilà, il fait du flaha, en même temps, il a son atelier. Et donc tout son travail, c'est entre... je ne vais pas dire en dialogue, mais... comment tu le dirais, Mohsin? En parallèle, en fait. Ouais, donc c'est... donc, lui, il réside dans la campagne, très très belle campagne, il Fès, magnifique. Et son projet, c'était de créer la maison des abeilles, une maison des abeilles pour le jardin, parce qu'il n'y a plus d'abeilles dans le jardin. Et en fait, c'est la seule œuvre qui est restée dans le jardin jusqu'à aujourd'hui. Parce que toutes les œuvres, elles partent, mais c'est la seule œuvre. C'est quelque chose que j'ai discuté avec l'INRA. L'INRA, c'est l'Association des recherches agronomiques qui gère le jardin. Je leur ai dit que c'est en fait que l'artiste il voudrait offrir ça pour le jardin. Il m'a dit, bon, on la garde. Et en fait, si on voit ici, en fait, il a pris en fait l'architecture des maisons, la région, il y a deux mains, mais en utilisant les matériaux pour les la niche, non, c'est la ruche des abeilles. En fait, les matériaux, c'est pour la ruche. Par contre, l'architecture de son installation, c'est celle des maisons de la région de Fès, en fait. Et qu'on trouve aussi, même la région... parce que, en fait, Megan Fès, c'est pas Fès, elle a... qu'on connaît, mais c'est plutôt Fès le nord, oui, il y a le barrage, et en fait, c'est l'architecture aussi. Même la campagne Asséda, et tout ça, on trouve cette même architecture d'Ur, qui est très particulière, voilà. Là, je vais faire juste un petit détail. En fait, c'est un espace fermé, et là, on est au jardin, parce qu'en 2020, on était en plein Covid. Et je vais batailler pour avoir l'autorisation du jardin. Et vous savez très bien, moi ça fait 24 ans que je passe beaucoup de temps dans l'administration marocaine à courir pour les autorisations. Dans plusieurs villes du Maghreb, Marrakech, pour avoir jamais Rabat, et donc chaque ville a sa particularité par rapport à l'espace public. Et en fait, dès que l'année de 2020, juste quand on est sorti en juin, en fait, la première sortie c'était en juin. Et là, j'ai repris le premier lieu que j'ai été, c'était le jardin d'essai. Et en étant au jardin d'essai, en fait, les jardiniers, ils n'ont pas été confinés, en fait, les jardiniers, ils ont travaillé. Comme ça, et donc, j'étais voir le jardin, et quand j'ai vu le jardin travailler, je me suis dit, bon, c'est possible de le faire. Et le possible de le faire de juin jusqu'à octobre, parce que moi, je crois beaucoup dans mes projets, je crois dans ce que je fais. À J-7, la vieille de Rabat ne m'avait toujours pas répondu, alors que pour s'installer avec les artistes dans le jardin, ça demande au moins 10 jours, tu vois, pour installer l'exposition. Donc il fallait trouver une solution, et donc j'ai contacté Elisabeth de l'espace Le Cube à Rabat. C'est un espace qui fait quoi, 55 mètres carrés 55 mètres carrés. Donc j'étais la voir et je lui ai dit, bah, en fait, j'ai pas l'autorisation, est-ce que ton espace est libre? Il me dit, oui, il est libre. Donc est-ce qu'on peut l'investir pour état d'urgence? Il me dit, avec grand plaisir. Donc il nous a vraiment donné les clés. Et c'était extraordinaire parce que, toutefois, en fait, n'ayant pas l'autorisation de la wilaya, à J-3,
J'ai déposé une lettre de réclamation à la wilaya. Et la veille du vernissage au Cube, à 23h, je reçois un coup de fil pour me dire « Ouais, demain, allez vous installer au jardin d'essai ?» Je lui dis bah, excusez-moi, avec tout le respect de l'organisation, quand même, de respect, je leur dis je ne peux pas aller, impossible. Je continue mon vernissage demain, ils ne voulaient pas, comme non, c'est mon engagement avec le lieu qui m'a accueilli, c'est mon engagement avec les artistes, parce qu'il fallait qu'ils réfléchissent leurs œuvres du jardin sur le format, parce que là on voit des formats différents. Imagine l'artiste qui était invité pour une pièce, il fallait qu'il retravaille une autre pièce pour l'espace privé en fait. Et donc, j'ai gardé les deux lieux. Et donc, l'état d'urgence s'est fait pendant 1 mois et demi, dans ces allers-retours entre le Cube et le jardin d'essai. Mais ça raconte aussi qu'est-ce qu'on fait dans trouver des solutions aussi, donc sans rentrer dans les détails, mais comment dans la résistance on arrive toujours à créer, à inventer des solutions. En fait, comment trouver des solutions alternatives aussi, et que le non ne soit pas quelque chose pour lâcher prise en fait, on lâcher le projet ou l'abandonner, mais plutôt quelque chose que le non devient quelque chose qui me nourrit pour inventer différemment. Là, ça va être difficile. Là, c'est un travail d'un grand artiste qui nous a quittés au mois de mai dernier, très jeune, subitement. C'est Mohamed Elbaz. Lui, c'était extraordinaire parce que dans son travail, il a invité une trentaine d'artistes marocains. Younous Rahmoun, Safa Arouaz, Mlihi Allah yarhamou en fait, il est décédé juste, avant il ne pouvait pas faire. Mahi, en fait, une liste très grande entre toutes les générations. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est presque des casques. En fait, on peut voir une cartographie de l'art contemporain de Maghreb, de différentes générations d'artistes en fait. Le jeune, voilà. Et donc il a invité les artistes comme on était dans une période de confinement, on ne rencontrait personne, donc il y avait la solitude. Donc il a invité les artistes à offrir un mot, ou une phrase, un texte, un chant pour quelqu'un qu'il chérit et qu'il n'a pas vu rencontrer pendant le Covid. Et du coup, en fait, pour le public, et du coup, on a mis ça dans plusieurs casques dans le jardin, et donc le public, il se sert. Donc il y a une trentaine de sons dans les 5 casques. Et donc le public, il vient, il a un casque pour lequel il se balade dans le jardin et il écoute soit une lecture, soit un chant d'un artiste. Voilà. Donc c'est une balade sonore, mais qui te fait aussi voyager entre la littérature, dans l'intimité, dans le botanique, à Tata, à l'étranger, en fait, à plusieurs choses. En fait, ces casques-là, ils sont toujours disponibles et j'espère qu'un jour qu'on pourra les Ici, on a Khadija Bid, qui est lauréate des Beaux-Arts de Tétouan aussi, et qui a fait un master médiation culturelle à Casablanca, oui. À Bensik, oui. Pour moi, ces détails qui sont très importants dans la démarche des artistes, ceux qui ont fait juste l'école des Beaux-Arts ou qui n'ont pas fait l'école des Beaux-Arts, mais qui font une école des Beaux-Arts après Michel Jamia, après la faire master, parce que ça impacte tout son travail par la suite, si on veut le... alors, Khadija Bid, elle travaille avec le henna, en fait.
avec le henna et avec ses cheveux, en fait. Elle brode aussi avec ses cheveux, son travail artistique. Et là, en fait, elle nous a offert elle est partie d'une phrase le Coran, en fait, on parle on parle du Jannah, en fait, du paradis. Et sur la plante du henna, en fait. Et en fait, qu'il a écrit sur un linceul, en fait, le kfil, sur le kfil, et qu'on a respecté la barre dialogue et tout ça, en fait. Donc, et là, on voit côté gauche comment elle a présenté au cube. C'est-à-dire, en fait, elle venait chaque jour pour le dévoiler et donc jusqu'au bout de 3 semaines, quand elle a voyagé au jardin, voilà, on l'a présentée comme ça, en fait, dans sa longueur. Mais quand elle était au cube, il fallait que le public revienne. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que en fait, toutes les interventions, elles sont interactives avec le public et qu'on revient plusieurs fois voir l'œuvre, en fait. On peut continuer par la voir. On continue, c'est encore là. Hein. Est-ce que tu as des visuels des interventions artistiques à Mohamed Ghazlan pour ces 2 éditions? Je pense que ça serait bien aussi qu'on voit dans un paysage. Là, je vais juste... Ça, c'est Saïda Afifi qui a fait une performance, parce qu'il n'y a pas que des installations, il y a aussi de la performance, parce que j'aime beaucoup la performance, j'aime beaucoup ce rapport au corps, parce que le corps qui marche, c'est le corps qui écrit, en fait. Et la présence physique d'un plasticien ou d'un danseur contemporain dans un jardin, ça amène une autre relation au vivant. Et là, ça c'est Saïda Afifi. Ici, c'est une performance de Younes Rahmoun. Là, c'est une artiste, poétesse, photographe, Inès Bourlou. Ça, c'est de la danse contemporaine. Voilà. Je fais un tour à Mohamed Ghazlan. J'ai commencé à le réfléchir à partir du Covid, à la période du confinement. Cette envie de partir dans un paysage ouvert, en fait. Mais il est vrai que j'ai aussi une relation avec la région de Mohamed Ghazlan, parce qu'on a vécu avec ma famille dans la région de Ouad Dara, Zagoula. Et pour moi, en fait, c'était d'aller... En fait, sincèrement, en 2020, en fait, j'ai eu peur qu'avec le projet, que je tombe dans une forme de répétition. Il est vrai que chaque fois, j'invite des artistes différents, mais j'avais peur, en fait, de tomber dans une... En fait, j'avais peur que le projet s'installe, qu'il se fixe. Je voulais que le projet reste vivant, qu'il se questionne, en fait, parce que qu'il ne se définit pas, en fait. Qu'il reste toujours dans son questionnement à lui, en fait. C'est quoi l'état d'urgence d'instant politique, en fait, hein, finalement. Et pour moi, c'est de questionner notre rapport au jardin. Qu'est-ce qu'un jardin aussi? Est-ce que le jardin, c'est le gazon? Est-ce que le jardin, c'est aussi le jardin du cimetière aussi? C'est une forme de jardin, parce que l'arabe, il a rawda. C'est une forme aussi de jardin. Le jnen, alors c'est une autre forme de jardin. En fait, l'Arabia, il y a plusieurs définitions. Donc je suis partie dans les différentes définitions du jardin, l'Arabia Arabia, et je voulais expérimenter qu'est-ce qu'un jardin désertique aussi. Qu'est-ce qu'un jardin désertique? Et Mohamed Ghazlan, parce qu'il est dans cette lisière entre l'oasis et le désert. En fait, tu es
t'as l'oasis, en fait, c'est vert, même si avec à peine là aujourd'hui, après 7 ans de sécheresse, toute l'oasis matite. Donc pour moi, c'était de la résistance, en fait. Et ceci commence quand on dialogue avec un jardin, même quand il meurt, entre guillemets, mais quand les plantes, elles prennent leur temps de repos aussi, en fait. Elles se reposent parce qu'il n'y a pas de pluie, mais elles se reposent, mais qui vont se régénérer après. Et pour moi, c'était pour moi quelque chose aussi un peu qui m'intéressait au niveau curatorial par rapport à l'état d'urgence, instant politique. C'est comment aussi créer des œuvres à partir de là aussi, à dialoguer avec un autre paysage qui meurt, et ces gens-là qui résistent aussi. Donc, alors je te propose, Bouchra, si tu me permets, bien sûr, juste pour qu'on puisse donner plus de temps pour la suite, et oui. j'imagine que tu veux bien qu'il y ait une interaction avec nos étudiants. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement l'expérience à Mohamed Ghazlan? Et j'ai lu dans la fiche qu'il y avait un travail de Mohsin. Enfin, je fais un peu l'organisatrice. Peut-être qu'à ce stade-là, Mohsin pourrait nous parler de son expérience avec l'événement et aussi ce qu'il a produit et pourquoi, etc. Et par la suite, on ouvrira la parenthèse parce que bientôt, ce sera l'heure de la pause déj. Et je veux bien qu'on laisse un maximum de temps aux étudiants pour qu'ils interviennent. En fait, on a fait une édition plutôt sous forme de résidence. C'est-à-dire qu'on a changé. En fait, on a fait justement ça. C'est aussi qu'est-ce qu'on fait en fait quand on change d'espace. Comment le projet artistique aussi il s'adapte par rapport au paysage. Mohamed Ghazlan, parce que c'est un village aussi, avec plusieurs tribus. Je ne pouvais pas en fait inviter directement. Je ne pouvais pas travailler de la même façon que le jardin d'essai de Rabat. Parce que c'est pas du tout le même public. Et je voulais surtout pas être cette étrangère à leur ramener d'un art contemporain. Je voulais pas du tout être dans ça. Et donc j'ai décidé de faire ça sous forme d'une résidence artistique, que les artistes soient en dialogue avec le paysage de cette région, avec les gens de cette région-là, et avec le patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est tout le savoir-faire en fait, parce que Tsema qui est le tissage, qui est la poterie de Tselgrout, qui est plusieurs choses aussi, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai invité les artistes à dialoguer avec ce contexte. Et là, je me suis appuyée, en fait. J'ai invité un homme extraordinaire, c'est Hassan Rachir. C'est un anthropologue hors pair, hors norme, que j'ai invité, en fait, cette approche aussi. Il a fait un très beau livre qui m'a beaucoup influencé, c'est Comment être anthropologue chez soi. Et dans l'introduction de ça, il parle de l'atelier d'artiste, comment un artiste travaille aussi chez lui. Et donc pour moi c'était très important. J'ai invité aussi une professeure universitaire qui travaille sur le patrimoine immatériel aussi. Et donc c'est aussi pour nourrir les discussions et les rencontres avec... Donc c'est 2 ans d'expérimentation. Et Mohsin n'a pas pu nous joindre à Mohamed, on a travaillé à distance aussi. Et donc, en fait, c'est ça, état d'urgence aussi poétique, c'est comment tu travailles avec les contraintes aussi. Parfois, l'artiste dit oui, je viens, mais il ne va pas pouvoir venir à G-1. On ne va surtout pas le remplacer. Par contre, quand on est dans des festivals de musique, voilà, on les remplace automatiquement, même dans les festivals, on remplace. Moi, j'aime pas, on ne peut pas remplacer, c'est irremplaçable. Donc, l'idée, c'est comment on travaille avec distance, c'est-à-dire, c'est des conditions, en fait, aussi qui... en fait, le projet, il est très ouvert, il est vivant.